Le risque d'attentat aux armes chimiques est-il réel? Sommes-nous face à une guerre nouvelle, comme l'avait affirmé le Premier ministre français Manuel Valls après les attentats de novembre? Le risque d'armes chimiques ou bactériologiques existe. En tous les cas, les gouvernements s'y préparent activement. Sur ces images, quelques exemples d'exercices de préparation à une potentielle attaque chimique. Quelles sont ces armes chimiques? Parmi ces armes de destruction massive, il existe le gaz moutarde, très utilisé pendant la Première Guerre mondiale, des agents suffocants comme le chlore, ou encore des agents neurotoxiques comme le gaz sarin, qui inquiètent le plus les gouvernements. Il existe quelques manières de s'en prémunir, comme la combinaison étanche avec masque à gaz en cas d'alerte. Mais les gouvernements ont également renforcé leurs mesures de sécurité, notamment dans des bâtiments officiels ou des immeubles de bureaux. En voici un exemple présenté par France 5. Créer du neuf avec du vieux. Aujourd'hui, cet engin hybride entre l'hélicoptère et l'avion pourrait bien révolutionner les techniques d'évacuation. Sortir d'un bâtiment peut vous sauver la vie, mais dans certaines circonstances, cela peut aussi signer votre arrêt de mort. En cas de guerre chimique ou bactériologique, une chambre forte spécialement équipée offre de bien meilleures garanties. Lâchée dans une métropole, une bombe contenant 1 kg de bactéries du charbon tuerait au moins 123 000 personnes. C'est le résultat des simulations informatiques. En 1991, les habitants terrorisés de Tel Aviv ont entendu et senti les missiles Scud de Saddam Hussein frapper tout près d'eux. Ils redoutaient une attaque chimique ou biologique. En fin de compte, il s'agissait seulement d'armes conventionnelles. Mais il n'empêche, la menace était bien réelle. Qui sait si la prochaine attaque ne sera pas la bonne? Le cas échéant, mieux vaudrait se trouver dans une de ces tours modernes de Tel Aviv. Elles doivent leur résistance à leur noyau en béton armé. Séisme, attaque biologique ou chimique, incendie, quel que soit le cas de figure, les occupants devraient en théorie être épargnés. Les Twin Towers de New York n'avaient pas été bâtis autour d'un noyau de béton. Un film réalisé à l'aide d'images de synthèse montre ce qui s'est passé juste après la collision. Les colonnes d'acier qui constituaient leur ossature n'ont pas résisté au choc et à l'incendie qui a suivi. L'effondrement était inévitable. Ces tours israéliennes ne sont pas uniquement conçues pour supporter un assaut frontal. Des zones de refuge ou chambres fortes ont été aménagées à l'intérieur du noyau de béton. Ainsi, le risque de mourir brûlé ou contaminé a quasiment été éliminé. La pression dans la pièce est supérieure à la pression extérieure pour empêcher la fumée, les gaz chimiques et tout danger présent dans l'air de pénétrer à l'intérieur. Un système d'épuration indépendant se met en route pour fournir aux occupants l'oxygène nécessaire. Un filtre HEPA à haute efficacité arrête les menaces biologiques mortelles, comme le virus de la variole ou la bactérie du charbon. Le VX, le sarin et les autres gaz neurotoxiques sont neutralisés à l'aide d'un filtre à charbon. Si le générateur électrique de secours tombe en panne, le système peut fonctionner manuellement pour continuer à alimenter la pièce en air sain. Lors de l'attentat du 11 septembre, les escaliers étaient bloqués par les gravats et envahis par la fumée. Il y avait peu de trajets praticables.